Nouvel ordre des attributions rurales et de leur transformation en titre foncier, cela en attendant l'adoption ultérieure de dispositions réglementaires et opérationnelles adéquates. La mesure a été prise hier par les autorités du pays au cours d'une réunion interministérielle avec les agents des collectivités territoriales sous la coprésidence de 3 membres du gouvernement. Le reportage de Daouda Sidiki Diarra. Pour circonscrire la mauvaise gestion foncière à travers l'attribution abusive des concessions rurales et leur transformation en titres fonciers, les autorités ont décidé de suspendre les attributions des terrains du domaine privé immobilier de l'État jusqu'à nouvel ordre. Ces mesures concernent les concessions rurales, l'affectation ou la cession de parcelles de terrain aux collectivités territoriales et la cession de parcelles de terrain dans le cadre de la promotion immobilière. C'est pour une large diffusion de la dite circulaire que cette réunion interministérielle avec les élus municipaux a été initiée. Nous avons constaté qu'il y a eu des violations au niveau de certaines collectivités de cet arrêté interministériel. Donc quand nous avons eu à rencontrer certains maires par rapport à cela, ils nous ont tout simplement informé qu'ils n'étaient pas au courant. Donc c'est pourquoi la présente réunion a été initiée pour donner une large information à l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la cession des parcelles sur toute l'étendue du territoire du Mali, pour leur dire qu'il y a une lettre circulaire et que chacun doit se conformer à cette lettre circulaire et que des nouveaux textes vont être introduits au niveau du gouvernement pour définir les modalités maintenant de cession au niveau soit des collectivités, soit au niveau des gouverneurs, soit au niveau des domaines. Donc qui va désormais régir les conditions d'attribution des terrains dans le district de Bamako. Une décision très bien accueillie par certains maires. Ça nous a amenés tous au même niveau de compréhension de l'esprit de la lettre circulaire. Et ça nous a permis d'ailleurs en plus d'avoir quand même une vision pratiquement partagée de la gestion foncière, surtout pendant cette période-là. Je crois que l'esprit de la circulaire interministérielle est très bien compris. Maintenant, il s'agit d'expliquer ça à tous les protagonistes. D'abord aux édiles, les maires que nous sommes, nos services d'appui, et ensuite aux chefs de quartier et aux conseils de quartier pour que tout le monde comprenne que malgré les demandes et tout ça, la période n'est pas propice et qu'il va falloir prendre des dispositions complémentaires pour satisfaire les besoins. Bon, nous sommes dans une commune urbaine, les ressources sont très limitées, voire inexistantes. Donc l'État est en train de voir comment nous doter en ressources dans les communes périphériques et de remplir les conditions à cet effet. Ces mesures permettront aux collectivités territoriales de travailler dans le cadre de la légalité en tant que garante de la sécurité et de la stabilité de l'État. Le Mali et le Canada viennent de signer un protocole d'entente relatif au projet d'évacuation des maires dans 4 districts sanitaires de la région de Caille. Plus de 9,5 milliards de francs CFA, c'est le coût du projet financé par le gouvernement canadien. La cérémonie de signature s'est déroulée hier au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Sabassi Soko. À la présente signature de protocole d'entente, le gouvernement du Canada met à la disposition du Mali plus de 9,5 milliards de francs CFA. Une enveloppe qui servira à financer le projet pilote d'évacuation sanitaire des mères et des enfants dans 4 districts sanitaires de la région de Caille, Bafulabe, Nyoro, Diema et Yelimani. L'évacuation se fera des villages au centre de santé. Le projet s'étend jusqu'en 2015. Pour le gouvernement canadien, il s'agit surtout d'aider le Mali à assurer la couverture sanitaire de ses populations, mais aussi à soutenir notre pays à relever les défis de la mondialisation. L'année 2012 coïncide avec la planification du PDDSS 2012-2021 et du nouveau PRODES. Cet appui intervient aussi à un moment où les indicateurs de santé maternelle et infantile et de nutrition au Mali sont parmi les plus faibles de la sous-région ouest africaine, malgré les progrès constatés ces dernières années. Dans ces conditions, il sera difficile pour le Mali d'atteindre les objectifs prévus de 2015.
sans un renforcement de son système de santé et une augmentation importante des investissements dans ce domaine, tout aussi bien des partenaires techniques et financiers, mais également et surtout des autorités maliennes. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, tout en mettant un point d'honneur sur la coopération canado-malienne, a salué l'initiative qui s'inscrit dans le cadre du PRODES, singulièrement dans l'amélioration de la santé des mères, des nouveau-nés et autres enfants de moins de 5 ans. Ce projet s'inscrit parfaitement en droite ligne des orientations des politiques et plans d'action initiés en vue de réduire de façon durable la pauvreté au Mali, notamment le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté et le programme de développement économique et social de son Excellence Monsieur le Président de la République. Le projet évacuation des mères dans 4 districts de Caille s'ajoute à plusieurs autres, dont l'initiative Muskokas et le projet SNAC. Ce dernier est consacré à la malnutrition des enfants de 6 à 59 mois. Les cartes d'électeurs seront prêtes avant le 25 mars prochain. L'assurance a été donnée hier par le délégué général aux élections qui recevait la classe politique malienne pour une journée d'information. Le général Siaka Sangare et son équipe ont édifié les représentants des partis politiques sur l'état d'exécution des opérations de mise à jour du fichier électoral. À la date d'hier, on retient que plus de 2 millions de corrections et de radiations ont été effectuées. Ibrahima Traoré pour les détails. À la délégation générale aux élections, ça travaille actuellement jour et nuit. Résultat, les opérations de saisie des inscriptions sont complètement terminées. Plus de 2 millions de corrections et de radiations sont effectuées. Et le délégué général aux élections rassure la classe politique que les cartes d'électeurs seront prêtes avant le 25 mars. Nous tenons fermement le cap dans la perspective du respect du calendrier fixé. Le fichier électoral fiable, c'est le fichier consensuel. Et pour avoir le consensus, nous avons estimé qu'il est souhaitable, sinon il est nécessaire, d'associer la classe politique. Mais j'avoue que nous avons raté quelque peu le coche parce que beaucoup de partis politiques ne sont pas venus pour la simple raison qu'ils n'ont pas reçu l'information à temps. Je crois que nous allons rattraper ça dans les jours à venir. Cette journée d'information est un exercice qui édifie plus d'un, se réjouissent les représentants des partis politiques. Franchement, nous avons été édifiés par rapport au sérieux du travail, édifiés par rapport à l'engagement de la Direction générale des élections pour nous sortir un fichier électoral consensuel. C'est une première et nous pensons que si ça continue, nous pourrons mieux communiquer avec nos militants et les faire comprendre l'énorme travail que la DGE abat et les difficultés qui sont aussi. Les difficultés sont d'ordre technique et fonctionnel, explique le délégué général aux élections. D'abord, le code barre ne parvient pas à lire les documents photocopiés envoyés par certaines commissions administratives. En plus, les nouvelles fiches d'affectation qui devraient permettre le rapprochement des électeurs de leur bureau de vote ne sont remplies par les citoyens qu'à hauteur de 20%. Ces mêmes fiches également devraient permettre le rapprochement et l'affectation des électeurs nomades à des bureaux de vote, à des centres de vote proches de leur campement. Mais malheureusement, dans certaines localités nomades, ces fiches n'ont pas été remplies. Et nous sommes en train actuellement de prendre des dispositions pour ce qui concerne les zones nomades, pour trouver la solution à ces dysfonctionnements. La délégation générale aux élections entend renouveler cet exercice à l'endroit des organisations de la société civile ce mercredi et à l'intention de l'ensemble de la presse jeudi. Fin hier des journées nationales de lutte contre le trafic et l'utilisation de faux médicaments à l'issue des travaux. Les participants à ces premières journées ont formulé plusieurs recommandations, parmi lesquelles la mise en place d'un programme national multisectoriel de lutte contre le phénomène. Dr Ibrahim Koulibaly, conseiller technique au ministère de la Santé, nous donne plus de détails au micro de Amadou Sankare. Considérant les acquis engrangés par le Mali dans cette lutte multisectorielle et multidisciplinaire, considérant la mobilisation de la communauté sous-régionale, africaine et internationale pour endiguer ces fléaux, adhérons entièrement à l'appel de Cotonou contre les faux médicaments. En conséquence, demandons au gouvernement d'instruire la mise en place d'un programme national multisectoriel de lutte contre la vente et l'utilisation des médicaments illicites et en assurer son financement. Demandons la mise en application stricte
des textes législatifs et réglementaires existants et l'instauration d'un cadre législatif et réglementaire renforcé, demandons aux chefs de l'État, au gouvernement, aux responsables d'organisations internationales, d'organisations non gouvernementales, aux ordres professionnels de la santé, aux chefs d'entreprise concernés, aux pharmaciens, aux services de répression à s'engager résolument dans cette lutte. Voilà, c'était donc là quelques recommandations issues des journées nationales de lutte contre le trafic et l'utilisation de faux médicaments. Cérémonie de signature de convention entre la communauté de Kéla, la mairie et le centre Djoliba pour l'abandon total de la pratique de l'excision dans les villages de la commune de Minidian. L'événement a mobilisé une foule nombreuse prête à abandonner la pratique de l'excision. Envoyé spécial à Kéla, la Minikita. Ce mardi 21 février 2012 restera un jour historique pour les populations de la commune de Minidian et particulièrement celle de Kéla et ses 20 villages. En effet, elle a été consacrée à la signature de la convention pour l'abandon de la pratique de l'excision entre la communauté de Kéla, la mairie et le centre Djoliba. Toutefois, la convention n'est pas dynamique. C'est un outil, c'est un instrument, un accord. Ce qui est dynamique, ce qui peut amener le changement, ce sont les hommes et les femmes qui auront signé la convention. La cérémonie d'aujourd'hui est en ligne droite de cette campagne que Plan est en train de mener pour la protection des filles. La communauté de Kéla a fait un acte très significatif et nous souhaitons que cet acte ait un effet multiplicateur. Le choix de la commune de Minidian pour abriter cet événement historique n'est pas fortuit, car c'est sur initiative de la communauté de Kéla elle-même que cette cérémonie a été organisée pour mettre fin à cette vieille pratique nuisible à la santé et qui constitue une violation des droits de la femme et de l'enfant. J'exhorte donc les communautés, les chefs religieux, les leaders, que chacun s'y mette pour que cet acte fondateur ne soit pas seulement une fête, mais un engagement social pour le changement. Il faut noter qu'au-delà des festivités organisées pour agrémenter l'événement, l'assistance a été témoin d'un acte concret d'engagement de la communauté en faveur d'un changement positif de comportement. Cette cérémonie a été organisée grâce au soutien du centre Djoliba en collaboration avec Plan Mali. Comment rendre plus performantes les prestations gynéco-obstétricales de l'hôpital de Sikasso? Les participants à la deuxième journée consacrée à ce service tenteront d'apporter des réponses à la question. Des réponses qui amélioreront sans nul doute la santé de la mère et de l'enfant en troisième région. De Sikasso, le reportage de Sidi Djurté. Cette deuxième journée du service gynéco-obstétrique à Sikasso vise à perpétuer une innovation entreprise en 2011 à l'hôpital de Sikasso. Celle consistant à mieux préparer toute femme à l'accouchement sans douleur et à réduire à grande échelle les risques qui y sont liés. L'objectif visé par la journée de service, c'est de faire le bilan des activités du service, de voir un peu en arrière ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de tirer les conclusions et de se projeter maintenant dans le futur, toujours pour mieux faire, toujours pour améliorer la qualité des soins. L'agenda ainsi soumis à l'appréciation des participants regorge d'énormes potentialités et met en exergue la qualité d'une bonne organisation du travail à l'hôpital. Il ressort plus d'une dizaine de bilans d'activités menés par le service gynéco-obstétrique de l'hôpital de Sikasso. Dépistage du cancer de l'utérus, audit de décès maternel ou avortement, entre autres. Au nombre de dispositions de prise en charge, il faut citer les complications liées à l'accouchement qui s'étalent entre la séropositivité, la rupture utérine, les infections bactériennes du site opératoire post-césarienne ou les urgences obstétricales dans la commune de Sikasso. Les acteurs du service de gynécologie veulent en tout cas réussir leur mission. Et je crois que c'est ici cette preuve-là. Ils veulent donner à leur mission essentielle, qui est de donner la vie dans de meilleures conditions possibles, et aussi leur mission de réduire la morbidité et la mortalité maternelle. La présente décision va permettre aux différents centres de santé de référence de Sikasso,
aux centres de santé communautaires et aux centres de santé de se conformer aux recommandations qui seront tirées de cette deuxième journée. Actualité régionale toujours dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement économique régional. Une mission de suivi conjoint État, partenaires techniques et financiers vient de séjourner à Mopti. Avec les autorités régionales, les échanges ont porté sur le niveau d'avancement de la mise en œuvre du programme, les contraintes et les stratégies pour aller de l'avant. Le reportage depuis Mopti de Yacouba Maïga. 5 mois après le lancement du programme de développement économique régional, les acteurs se retrouvent pour porter un regard rétrospectif sur les activités menées. Les objectifs de cette mission sont améliorer le niveau d'avancement de la mise en œuvre du programme de développement économique régional dans la région de Mopti à travers notamment la mise en place et la fonctionnalité des équipes techniques du DER, les résultats atteints en rapport avec les résultats attendus du programme DER, le portage politique du programme. Le programme DER a enregistré des résultats encourageants avec l'identification de certains projets structurants portant sur 3 filières porteuses de la région. Il s'agit des filières bétail-viande, tourisme et artisanat. Quelques avancées ont été enregistrées également dans le domaine du renforcement des capacités des élus. Cependant, des efforts doivent être fournis dans certains domaines. Les aspects pour lesquels il y a encore un effort à faire, c'est la dimension institutionnelle, le portage politique et la fonctionnalité des équipes de développement économique régional et la prise d'initiative des régions par rapport au développement économique régional. On a tout l'outil entre les mains pour que la région puisse aller de l'avant. Et la coopération avec le pacte a été pour nous très profitable. D'abord, il y a l'appui institutionnel, ensuite le financement. Le programme DER, faut-il le rappeler, est un volet du programme d'appui à la réforme administrative, à la décentralisation et au développement économique régional par ADER. Il a pour objectif de contribuer au renforcement des capacités et à l'amélioration des conditions nécessaires au pilotage par les assemblées régionales du développement économique régional en cohérence avec les politiques sectorielles. Le programme DER est mis en œuvre par le projet d'appui aux collectivités territoriales dans le cadre d'un cofinancement de l'Union européenne et de la coopération allemande. Fin le week-end dernier de la 2e foire du Festival international Soninké FISO 2012. Elle a regroupé pendant une dizaine de jours plus de 100 exposants venus du Mali, de la France, de la Mauritanie, du Sénégal et du Burkina Faso. La cérémonie de clôture a regroupé plusieurs invités de marque au parc d'exposition du stade Abdoulaye Makoro Sissoko de Kaye. Le reportage de Mahamadou Alioubari. Plus de 100 exposants ont répondu présents à cette 2e foire du Festival international Soninké FISO 2012 de la capitale des rails. Il s'agit de vendeurs de bijoux, de sacs, d'habits, de téléphonie mobile, de produits agroalimentaires, etc. Pour les responsables du festival, cette foire a eu un impact positif. Ça a été une réussite pour moi. Et la difficulté qu'on a eu un peu, c'était par rapport vraiment à la fin vraiment du festival que les gens n'avaient pas compris et que les gens pensaient que fin du festival là que c'est fini pour la foire, que c'était contrairement de ça. Sinon vraiment ça a été une réussite. Les exposants venus du Sénégal, de la Mauritanie, du Burkina Faso et de la France se disent satisfaits de cette 2e foire du Festival international Soninké FISO 2012 car ils ont réalisé de bonnes affaires. J'ai amené des bijoux garantis qui ressemblent à l'or et qui n'est pas de l'or, que nos dames portent pour aller à des fêtes, à des mariages. Donc je suis venu avec des bijoux, des chaussures, des sacs et des habits. Ça a beaucoup marché, je suis venu et puis je vais revenir le 9 parce que j'ai réservé la place pour le 9 du mois prochain pour la foire internationale. Remise de diplômes aux participants et prestations d'artistes de la place ont marqué cette cérémonie de clôture. Rendez-vous est pris pour 2014 en Mauritanie. Rentrée solennelle des activités de la Jeune Chambre internationale de Gao, une occasion pour élire le nouveau bureau et présenter les activités prévues pour l'année en cours. Pour cette nouvelle équipe, c'est le renforcement du leadership et de la cohésion sociale qui est le principal cheval de bataille. Le reportage depuis Gao de Aliou Idrissa Maïga.
Cette rentrée solennelle est le point de départ des activités de la Jeune Chambre internationale représentée à Gao par l'organisation locale membre. Pour cette année, le bureau souhaite offrir aux jeunes de la cité des Askia la possibilité de développer des techniques de direction, l'esprit d'équipe, la responsabilité sociale et la solidarité nécessaires à des changements positifs et productifs. Le plan d'action 2012 s'articule sur 4 axes. La formation des membres, le projet plastique contre nourriture, une sensibilisation sur la paix, le don de sang à l'endroit de l'hôpital. Devant l'assistance comme cela se doit, les membres du nouveau bureau ont prêté serment afin d'accomplir leur mission. Nous voulons marquer d'une pierre blanche donc le départ du mandat, et donc c'est autour de ça que nous faisons ce qu'on appelle ces cérémonies-là de rentrée solennelle qui ont pour objectif donc de réunir les membres, de réunir les officiels, d'exposer un peu, de présenter les nouveaux dirigeants pour l'année en question et de pouvoir aussi exposer les objectifs de l'année, de solliciter donc l'appui des uns et des autres. Cette organisation est présente dans 120 pays. Elle regroupe des jeunes hommes et femmes de 18 à 40 ans. Accordant une attention particulière aux événements du nord du Mali, les organisateurs ont fait des bénédictions pour un dénouement heureux de la crise. Et nous restons dans la cité des Askia avec cette réunion de restitution des résultats des opérations de révision des listes électorales et de l'état des préparatifs des prochaines échéances. Comme principale conclusion, la 7e région est prête dans son ensemble pour les élections 2012. Le général Mamadou Adama Diallo invite par ailleurs toutes les couches pour leur bonne organisation. Le compte-rendu de Aliou Idrissa Mega. Cette rencontre, qui se situe dans le cadre de la bonne organisation des élections de 2012, a eu une participation record. Les opérations de révision ont abouti à des changements positifs. Après les inscriptions et les radiations, le nombre d'électeurs potentiels de la région est passé de 391 747 personnes contre 385 481 personnes en 2011, soit un taux de progression d'1,62%. Nous avons pu présenter un dossier accepté de tous, un dossier qui a vu l'implication de tout un chacun. Ce qui me rassure, c'est qu'aucune plainte n'a été enregistrée, aucun recours n'a été enregistré en ce qui concerne les résultats alors de la révision spéciale des listes électorales dans la région de Gao. Le gouverneur Mamadou Adama Diallo a rassuré les uns et les autres de la tenue des élections de 2012. Pour ce faire, il a demandé la disponibilité des partis politiques, des partenaires et de l'administration. Dans les tout prochains jours, les 125 commissions procéderont à Gao, Bourem, Ansongo et Menaka à la distribution des cartes électorales. Actualité oblige, les inquiétudes ont porté sur le maintien de la sécurité pour la circulation des personnes et des biens au moment des élections. Sur ce point, le général dira que toutes les dispositions seront prises pour des élections crédibles et transparentes. Merci Aliou. Je profite pour faire un clin d'œil à toute la population de Gao et aussi ceux qui nous suivent de Paris. Cette édition s'achève. Zabatili vous présente celle de 20h. Merci, bon appétit et à demain 10h.